Et on va passer au dernier orateur de la matinée. Bonjour, moi c'est Keita Fakamika. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre contribution à l'épidémiologie du Trophérie Marie à travers mon travail de thèse qui est effectué sous la direction du Dr Florence Fenola. En 1907, un pathologiste américain du nom de George Boyd Whipple a décrit le cas d'un patient de 36 ans présentant des arthralgies, une douleur abdominale. Le patient est décédé sans que le diagnostic ne soit fait. Il a considéré la maladie comme étant une lipodystrophie intestinale. Ce n'est qu'en 1952 que le premier cas effectif de l'efficacité d'un antibiotique sur la maladie a été rapporté, ce qui a fait penser à une étiologie bactérienne de la maladie. En 1991, Wilson et ses collaborateurs ont séquencé partiellement l'ARN synthèse ribosomique d'une bactérie jusque-là inconnue. Et ce travail, qui a été confirmé en 1992 par Rellman, a amené au premier nom de la bactérie Tropherium wipperi. Avec l'obtention de la première culture de la bactérie en 2000, une avancée notable a été faite dans la connaissance de la bactérie, ce qui a permis notamment de la caractériser, de séquencer son génome en entier et d'étudier sa sensibilité aux antibiotiques. Pendant longtemps, la maladie de Whipple a été considérée comme une maladie rare causée par une bactérie rare. L'utilisation des techniques de biologie moléculaire a permis de savoir qu'en plus de la maladie classique de Whipple, caractérisée par une atteinte digestive dont le diagnostic repose sur la positivité de la coloration à l'acide pérotique de chiffre, Tropherium wipperi pouvait être responsable d'infections chroniques localisées, atypiques d'endocardie, d'infections ostéo-articulaires, de méningoencéphalite, d'UVI, d'adénite et de pneumonie chronique, mais aussi d'infections aiguës à type de gastro-entérite, de pneumonie et de bactériémie. L'ADN de la bactérie a été retrouvé dans les selles et la salive à des prévalences assez élevées et il a été prouvé que cette prévalence dépendait aussi de la zone géographique. En France notamment, l'ADN de Tropherium wipperi a été retrouvé dans les selles, dans la population générale, à une prévalence de 2 à 4%, contre 12% chez les égoutiers, et dans la salive à 0,2% contre 2% chez les égoutiers. Les études préliminaires réalisées au Sénégal chez 150 enfants ont montré une prévalence de 44% chez des enfants âgés de 2 à 10 ans. Également, la bactérie a été retrouvée dans le sang des patients chez lesquels le diagnostic du paludisme a été négatif, à une prévalence de 6,4% dans les villages de Djerbo et Diop. Nos travaux sont en quelque sorte la suite de tous ces travaux réalisés et nous nous sommes fixés comme objectif d'investiguer la prévalence de la bactérie dans les selles en zone rurale au Sénégal, en France parmi les populations de SDF qui vivent dans les foyers et chez les proches des patients atteints de maladies de Whipple. De réaliser le génotypage de tous les échantillons positifs, mais aussi de déterminer la séroprévalence du portage de la bactérie au Sénégal et parmi les populations en France. Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé des techniques de biologie moléculaire en commençant par l'extraction d'ADN à partir de cellules de salive, en passant par les PCR, jusqu'au séquençage utilisant 4 séquences génomiques hautement variables issues du génome de la bactérie. Mais aussi des techniques de Western blot. Sur les Western blot, notre critère de jugement principal était l'obtention de la bande cotée à 110 kilodaltone au niveau des glycoprotéines. Notre premier travail qui a été publié dans PLOS Neglected Tropical Disease
a été effectué au Sénégal, dans les villages de Djelmo et Diop. Nous avons travaillé sur des échantillons humains et environnementaux. Il s'agissait de sel, salive et de sérum. Et les échantillons environnementaux, il s'agissait des échantillons d'eau recueillis dans les Canaries et les deux rivières qui bordent ces villages. Globalement, on a eu une prévalence du portage de la bactérie à 31% dans les selles et à 3,5% dans la salive. La séroprévalence a été de 73% dans les deux villages. Dans le village de Djelmo, la prévalence dans les selles, du portage de la bactérie dans les selles a été de 28% et dans la salive, on a trouvé 0,6%. La séroprévalence a été de 65%. Ce qui était différent de ce qu'on a trouvé dans le village de Diop, dont la prévalence dans les selles était de 34% à peu près et de 6% dans la salive. Il est à noter que l'analyse des échantillons d'eau s'est révélée négative, on n'a pas retrouvé la bactérie dans les échantillons. Le génotypage que nous avons réalisé sur les échantillons positifs nous a permis d'obtenir 22 génotypes de différents échantillons. Et parmi ces 22 génotypes, il y avait 16 nouveaux génotypes que nous avons détectés au cours de notre étude. Les génotypes détectés, parmi les génotypes détectés, 76% de ces génotypes étaient spécifiques au village de Diop et 93% étaient spécifiques au village de Ndiengo. Et dans le village de Djelmo, le génotype 52 infectait plus de 50% de la population, de façon très significative. Le génotype 53 était commun aux deux villages, et plus commun aux deux villages, plus répandu dans le village de Ndiop que dans le village de Djelmo. Nous avons essayé de représenter nos données sur une carte. Et vous voyez sur la carte du village de Djelmo, nous avons représenté le génotype 52 et le génotype 53 qui affectent l'ensemble des populations de ce village, et aussi la présence ou l'absence de positifs dans les selles ou dans la salive dans les différentes concessions, ainsi que dans le village de Diop. Le deuxième travail qui a été effectué sur les familles en France a été effectué sur 74 proches de patients atteints par la maladie de Whipple ou des porteurs chroniques de la bactérie. Nous avons travaillé sur 64 échantillons de sel, 70 salives et 30 sérums obtenus à partir de ces proches. Nous avons utilisé comme contrôle 300 sérums obtenus à partir de donneurs de sang âgés de 18 à 65 ans avec une moyenne d'âge de 40 ans. Dans cette population, on a retrouvé une prévalence du portage de la bactérie égale à peu près 38% dans les selles et à 10% dans la salive. La séroprévalence était de 76% chez les proches des patients atteints de la maladie de Whipple, contre 48% dans la population générale. Le génotypage que nous avons réalisé pour voir effectivement si dans ces familles on a le même génotype chez les patients que chez leurs proches, a montré dans 3 familles le même génotype retrouvé chez le patient et chez son proche. Et dans 2 familles, les génotypes étaient différents. Et chez les SDF, on a retrouvé une prévalence de 13% dans les selles et de 4% dans la salive. Dans le premier foyer, on a retrouvé une prévalence de 10,5% dans les selles et 3% dans la salive. Et dans le deuxième foyer, une prévalence de 15% dans les selles et 4% dans la salive. Il est à noter que le génotype 3 était le génotype le plus répandu dans le premier foyer et le génotype 85 était le génotype le plus répandu dans le deuxième foyer. Et là, c'est l'ensemble des prévalences qui ont été retrouvées concernant le portage de la bactérie.
Nous avons choisi ici la population des SDF comme étant la population de référence pour effectuer des comparaisons. Nous avons retrouvé une prévalence à peu près de 48% chez les enfants dans les Cèdres, contre 0% en France et au Sénégal, et 9,5% dans la salive, contre 0,2% dans la population générale en France. Et le l'arbre phylogénétique que nous avons réalisé sur l'ensemble des génotypes les plus fréquemment retrouvés dans notre étude, au nombre de 17 sur 105 échantillons, a montré la spécificité des génotypes de Trophaerium wimpeyi. Nous avons des génotypes du Sénégal qui forment un cluster, deux clusters formés par les génotypes qu'on a retrouvés en France et en Europe généralement. Dans le génotype 85, qui est fréquemment retrouvé dans la population des SDF, et le génotype 3. Et nous avons aussi le génotype 1 et le génotype 19. Le génotype 3, on le retrouve fréquemment dans les familles. Nos études nous ont permis de montrer que Trophaerium wimpeyi est une bactérie fréquente, probablement contagieuse, contractée au cours de l'enfance. La présence de génotypes épidémiques suggère une transmission interhumaine de la bactérie et la prévalence élevée du partage de la bactérie parmi différentes populations fait dire que même si beaucoup de personnes sont exposées à la bactérie, il y a une petite portion qui développe la maladie. Et ça, c'est un argument en faveur de la présence de facteurs génétiques qui exposent les individus à la maladie. Donc, je ne saurais terminer cette présentation sans remercier la directrice de thèse, le directeur de l'UMIT qui a bien voulu m'accueillir dans son laboratoire et l'infection pôle sud pour m'avoir financé pour la réalisation de ce travail. Merci. Vous avez signalé qu'il y a probablement donc des facteurs génétiques qui permettent le passage à la maladie parmi un bon nombre de porteurs asymptomatiques. Est-ce que l'immunodépression pourrait jouer un rôle dans le passage justement du portage asymptomatique à la maladie? Pour le moment, il n'a pas été trouvé l'immunodépression ni un autre facteur génétique pouvait intervenir dans le passage du porteur asymptomatique à la maladie. Donc c'est pour ça que dans toutes les conclusions que nous faisons, nous disons que ce sont des facteurs génétiques qui n'ont pas encore été déterminés. Et est-ce qu'on a cherché l'immunodépression associée à cette bactérie? Non. Ça n'a pas été cherché. Et est-ce qu'il y a un modèle animal possible? Le seul modèle animal qui a été fait pour mettre en évidence le rôle de la bactérie dans la survenue de diarrhée. Dans ce cas, ils ont utilisé des souris chez lesquelles le tube digestif était déjà affaibli par d'autres bactéries, des souris chez lesquelles il n'y avait absolument rien, des souris qui étaient élèves de tout à fait bactérienne. Et on a gavé ces souris avec des solutions de bactéries pour savoir est-ce que la bactérie à elle seule était capable de provoquer une diarrhée ou est-ce qu'elle était en association avec d'autres bactéries capables de provoquer une diarrhée. Et cette étude a montré que la bactérie provoque une diarrhée lorsque il est sur un terrain déjà affaibli par d'autres pathogènes. Dernière question, est-ce qu'il y a eu des travaux sur la co-infection entre cette bactérie et le virus du sida? Une seule étude à ma connaissance a été réalisée, mais cette étude n'a pas fait, disons, le lien formel entre l'immunodépression causée par le VIH et la présence de la bactérie. Merci. Au Sénégal, vous avez trouvé 17% chez les enfants face à la population. Il y a des idées complémentaires pour essayer d'évaluer l'impact pour la santé publique, situation par exemple des patients, des à Dakar, et voir quels sont les poids pour la santé publique. Oui, effectivement, on a commencé un travail
l'ensemble du Sénégal, qui inclut Dakar, la région de Badafassi, de Niara, dans le sud et le nord du Sénégal, à part les deux premiers villages que nous avons déjà analysés. On a commencé des travaux sur ces différents villages-là pour voir effectivement est-ce que la bactérie est présente dans ces villages, et si elle est présente, est-ce que c'est le même génotype qu'on obtient dans les deux premiers villages qu'on a analysés que dans ces villages-là. Donc pour le moment, les travaux sont en cours,